Le château abandonné se dressait comme un géant endormi sous le ciel gris. Le vent froid hurlait entre les tours en ruine, apportant l'odeur de pierre humide et de rouille. Julien passa sa main sur une tapisserie déchirée, sentit la fine poussière se dissoudre sous ses doigts. Le bruit des gouttes résonnait dans la salle vide, brisant le silence. Il ne devait pas être là. La pancarte d'avertissement à l'entrée parlait du risque d'effondrement, mais les impulsions radio, ces étranges signaux qu'il seul semblait capter, l'avaient attiré. Depuis que des fragments d'une mélodie lointaine ont commencé à interférer avec les émissions radio de Los Angeles, Julien a passé des nuits à régler des antennes dans le grenier, convaincu que la réponse se trouvait au-delà des étoiles. Mais maintenant, l'air était chargé d'une énergie plus pressante. Un bourdonnement sourd, presque imperceptible, vibrait dans les murs du château, comme si la pierre elle-même chantait. Il avança jusqu'au centre de la salle, où un vitrail brisé laissait passer des rayons de lumière pâle. C'est alors qu'il entendit un craquement provenant derrière une colonne, et Diana émergea des ténèbres, portant l'emblème terni de l'ordre de la Rose Noire. Ses yeux noirs analysèrent Julien avec une mixture de curiosité et de prudence. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle, déroulant un document scellé de cire violette. « Mais peut-être pouvons-nous nous aider mutuellement. » Le manuscrit, écrit en latin archaïque, décrivait des coordonnées célestes alignées sur les ruines. Julien reconnut les symboles. Ce sont les mêmes qu'il avait déchiffrés dans les transmissions. Diana expliqua que l'ordre surveillait le phénomène depuis des décennies, mais quelque chose avait changé. Les signaux, auparavant prévisibles, portaient maintenant une harmonie complexe, presque organique. Alors qu'ils discutaient, un fracas secoua le château. À l'extérieur, le ciel s'assombrit brusquement, et une lueur bleutée pulsa à l'horizon. Ils coururent dans la cour et virent une aurore boréale danser au-dessus de Los Angeles, quelque chose d'impossible à cette latitude. Des foules se sont rassemblées dans les rues, pointant vers le ciel, tandis que les écrans des téléphones portables capturaient la même mélodie que Julien avait enregistrée. Toute la ville semblait suspendue entre l'étonnement et la peur. Diana serra le parchemin contre sa poitrine. « Ils essaient de communiquer, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Julien acquiesça, mais son esprit était déjà ailleurs. Si les points du document étaient corrects, la prochaine impulsion serait plus forte et révélerait peut-être ce qui se trouvait de l'autre côté. Cette nuit-là, alors qu'ils installaient des équipements dans l'observatoire abandonné du château, une figure encapée les observait de loin. Elle appartenait à la même ordre que Diana, mais ses intentions n'étaient pas claires. Lorsque les premiers accords de la mélodie cosmique résonnèrent dans les haut-parleurs, Julien remarqua quelque chose d'étrange. La fréquence correspondait exactement à la résonance de Neumann, l'impulsion naturelle de la Terre. Diana ajusta les commandes, et pendant un instant, le bruit statique laissa place à des sons ou à quelque chose qui ressemblait à des voix, chantant des schémas mathématiques. Ce n'était pas seulement des signaux, c'était une conversation. Et puis, aussi rapidement qu'elle avait commencé, le son cessa, ne laissant que l'écho d'une question. Que se passerait-il lorsque les deux parties se rendraient compte qu'elles s'écoutaient mutuellement? La lumière bleutée de l'aurore s'estompa, laissant le ciel nocturne de Los Angeles aussi opaque qu'avant. Julien ajusta ses écouteurs, essayant d'éliminer le bourdonnement persistant de l'équipement. Diana déroula le parchemin sur une table improvisée et commença à comparer les symboles aux données du spectromètre. La figure encapée avait disparu, mais la sensation de picotement sur la nuque de Julien persistait. Quelqu'un les observait, quelqu'un qui connaissait la signification de ce sceau violet. L'horloge sur le mur indiquait 3 heures du matin lorsque le premier fragment clair émergea du bruit statique. Une séquence de nombres répétés à intervalles précis, comme un battement de cœur provenant d'un autre monde. Diana traça une ligne entre les coordonnées sur la carte stellaire. « Si nous connectons les points, ils forment un triangle équilatéral », dit-elle, en pointant 3 marques sur le document. Le même motif apparaît dans les manuscrits du XVIIIe siècle. Julien fronça les sourcils. « Alors ce n'est pas nouveau. » Elle secoua la tête. L'ordre a toujours su que quelque chose nous observait. Mais les signaux précédents étaient différents, moins urgents. Une brise glaciale traversa la fenêtre brisée, faisant trembler les pages du parchemin. Julien remarqua des marques de brûlure sur les bords, comme si le manuscrit avait été sauvé d'un incendie. Qu'est-il arrivé au reste de l'ordre? Diana hésita. Ils ont disparu, un par un, après avoir essayé de répondre au premier signal. Alors qu'il chargeait l'équipement dans la voiture, un jeep noir s'arrêta à l'entrée du château. 2 hommes en costume sombre sortirent, montrant leur badge de l'agence de sécurité nationale.
Nous recherchons un historien et un technicien radio, dit le plus grand, sans sourire. Diana saisit le bras de Julien. Fuis, murmura-t-elle. Ils ne peuvent pas prendre le parchemin. La poursuite dura des minutes qui semblèrent des heures. Ils se sont faufilés dans des ruelles étroites, leurs pas résonnant comme des tambours. Lorsqu'ils arrivèrent à l'observatoire Graffiti, Diana força la porte latérale avec une clé cachée sous une pierre. À l'intérieur, sous la coupole du télescope Hale, elle révéla un détail crucial. Le véritable alignement des coordonnées ne pointait pas vers les étoiles, mais vers un point sous terre dans la ville. Alors que Julien configurait les détecteurs d'anomalies magnétiques, une alarme retentit sur l'ordinateur. Une vague d'interférences frappa les systèmes, faisant clignoter les lumières. Sur les écrans, les chiffres de la séquence initiale commencèrent à se réorganiser, formant des lettres en ancien anglais. « Vous n'êtes pas seul ». Diana pâlit. C'était le même message que celui trouvé dans le journal d'un alchimiste du XVe siècle, répété maintenant en code binaire. Avant qu'il ne puisse comprendre sa signification, le sol trembla. Sous terre, quelque chose se réveillait, quelque chose que l'ordre de la Rose Noire avait scellé des siècles auparavant. Le tremblement ouvrit une fissure dans le sol de l'observatoire, révélant un escalier de pierre qui descendait dans l'obscurité. Diana alluma sa lampe de poche, et la lumière vacillante projetait des symboles sur les murs humides, identiques à ceux du parchemin. Julien tenait le spectromètre, qui sifflait sans arrêt, affichant des lectures or de toute échelle connue. Sous terre, l'air était lourd, chargé d'une odeur métallique qui brûlait la gorge. En arrivant dans une chambre circulaire, ils se sont retrouvés face à un artefact en obsidienne dont la surface lisse présentait des sillons qui pulsaient en synchronie avec les signaux de l'espace. Diana toucha le monolithe, et les murs commencèrent à projeter des hologrammes. Des scènes d'une civilisation ancienne négociant avec des êtres de lumière, des traités écrits dans des langues mortes, des cartes de constellations qui n'existaient plus. L'ordre de la Rose Noire ne les a pas scellés pour protéger l'humanité, dit-elle, la voix tremblante. Ils ont essayé de négocier. Julien réalisa que les signaux n'étaient pas un message, mais un avertissement. Les schémas mathématiques dans les transmissions correspondaient aux calculs d'effondrement stellaire dans une galaxie lointaine. Il fuit quelque chose. Un fracas résonna au-dessus d'eux. Des agents de la NSA avaient envahi le tunnel. Leurs lampes de poche traversaient la pénombre. « Rendez-vous et remettez les artefacts » hurla l'un d'eux. Mais Diana avait déjà posé ses mains sur le monolithe, qui commença à émettre un bourdonnement assourdissant. Le plafond de la chambre s'effondra, révélant le ciel nocturne et un vaisseau spatial en forme d'hélice planant silencieusement, ses contours défiant la physique. Des faisceaux de lumière ont connecté le vaisseau spatial au monolithe, et les voix déformées ont de nouveau résonné, cette fois dans toutes les langues humaines. Nous sommes les archivistes. Vous êtes les prochains. Julien regarda Diana, qui tenait le parchemin contre sa poitrine, les larmes mêlées à la sueur. Les agents reculèrent stupéfaits tandis que le vaisseau spatial commençait à aspirer le monolithe à l'intérieur, comme un puzzle se réorganisant. Il n'y avait pas de temps pour des réponses. Seulement pour choisir. Détruire l'artefact et faire taire l'avertissement ou laisser la vérité se répandre. Diana leva le document, prête à briser le sceau violet. Julien saisit son poignet. « Tu leur fais confiance. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Et toi ?» La lumière du vaisseau spatial les enveloppa, et pendant un instant, toutes leurs questions se dissipèrent dans une certitude. L'univers n'était pas vide, mais rempli de voix, certaines compatissantes, d'autres affamées. Et Los Angeles, là-haut, continuait à briller, inconsciente de l'abîme qui s'ouvrait sous ses pieds.